Bonjour, c'est Romain Bédouc, bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Avant de parler de ce qui fâche, j'aimerais vous remercier tous ceux qui nous écoutent sur l'appli ici et sur toutes les plateformes. On a de super résultats en podcast et la communauté PSG de France Bleu ne cesse de grandir année après année. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube, vous qui voyez nos mouilles aujourd'hui un petit peu déconfites. Vous étiez encore plus de 7000 pour la Tribune de lundi et je pense que vous serez encore plus aujourd'hui parce que la défaite, l'odeur du sang vous intéresse. Les lendemains de défaite, c'est toujours spécial. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'avait pas manqué. Ça m'avait pas manqué de devoir revoir un match du Paris Saint-Germain pour le bien des émissions, en sachant que l'issue serait négative. Ça m'avait pas manqué de voir une nouvelle erreur de Gianluigi Donnarumma dans un match important. Moi qui l'ai tant défendu, mais qui va avoir de plus en plus de mal à avoir des arguments plausibles pour plaider ma cause. Pas manqué qu'on ne soit pas bon à l'extérieur, en Ligue des Champions. C'est une récurrence, c'est presque un classique, mais c'est toujours pas agréable. Et puis pas manqué d'avoir un coach qui semble péter un câble dans son coin. Voilà, on avait Thomas Tuchel avant. Là, on a Luis Enrique pris dans une guerre avec les journalistes, comme si tous les journalistes étaient les mêmes, la même et unique personne, et devaient être tous responsables des écrits ou dire d'autres comparses, que ce soit dans notre pays ou dans un autre. Voilà, c'était mon premier ras-le-bol de la saison. Je doute pas qu'il y en aura d'autres, mais l'avantage, c'est qu'il y a pour le coup un truc qui m'avait manqué, c'est la thérapie de groupe de 100% PSG La Tribune. Donc préparez vos tisanes, baissez parfois le son parce que ça peut crier, c'est normal, c'est la passion du club. 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG La Tribune. Au programme de 100% PSG, la tribune, le traditionnel j'aime pas sur ce match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Puis on aura ces débats. Est-ce que les limites de Gianluigi Donnarumma sont incorrigibles, que ce soit le jeu au pied ou les sorties aériennes? On commence à perdre de plus en plus patience. On va essayer de parler de tactique, même si visiblement on n'y comprend rien. Nuno Mendes est-il trop bridé? On pourra parler du latéral gauche portugais dans cette émission. Et puis on parlera de la communication de Luis Enrique. Est-ce que la communication de Luis Enrique peut le perdre? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut amener un mauvais truc autour de notre entraîneur espagnol? Ça et tout d'autres débats, on en parlera tout de suite dans 100% PSG. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui pour un format un peu réduit? C'est normal, c'est le deuxième de la semaine. Alexandre Affalot du Parisien, salut. Bonjour Romain, comment allez-vous? Ça va et toi? Super. Impeccable. Ça va génial. Ouais, le lendemain de défaite aussi, Oui, le lendemain de défaite, j'ai fait 2 heures de sport aujourd'hui pour bien me laver de toutes ces émotions négatives. J'ai plein d'adrénaline, là je suis au top. Oh, bon, ça va être bien, oui, ça va être super. bien. Tu vas tout relâcher encore aujourd'hui, ça va être sympa. Ça va être super. Abdellah Boulma, journaliste indépendant, auteur notamment du livre Tout n'est pas foutu. Ouais, pas seulement. Et pas seulement, Co-auteur. notamment Ah bah oui, j'ai dit. Co-auteur déjà, et il y en C'est aux avait un éditions deuxième. Solar. Salut Abdellah. Absolument. Ça va Comment ça va Bruno? Oui. Non, je déconne. Fallait lâcher moi, j'attendais Bruno. Non, Bruno qui est Ça- actuellement dans l'Eurostar, qui vit sa meilleure vie. Non, pour ça va rentrer très bien. Ça va bien. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et puis avec nous Yacine Amenet de Paris United et du Club des 5. Salut Yacine. Salut à tous, Ça va bien? ça va. Yacine qui n'était pas prévu aujourd'hui. Ouais. On a une petite défection. Je vais venir. Ça, Yacine. Je vais venir. Ça veut dire La sulfatose. Non, mais on remplace les titulaires. les absents. Tu sais, il n'y a pas de titulaire. On a un groupe. Ouais, exactement, c'est un groupe homogène. avec, Impact sub. exactement. Mais quand Yacine dit je veux venir, c'est qu'il y a des trucs à dire. Ça va être intéressant, ça va être bien. Les copains, on va commencer avec le j'aime pas. Donc, vous avez l'habitude. Tu te rappelles, je vois la mine souviens même froissée, plus. ceux qui ont vu sur YouTube, qui ont vu les yeux d'Abdellah qui ne se souvient plus. Alors, je te laisse aller regarder dans la conversation pour voir si tu te souviens un Je petit ne peu. me souviens absolument un pas petit de peu mon de ton- j'aime pas. Si, je me souviens de mon j'aime pas. Tu veux commencer par ça? Ah bah écoute, avec. De toute façon, c'est un j'aime ou un j'aime pas chacun. Donc, Bah écoute, on n'a pas aimé grand chose de toute manière. oui, voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui a trouvé un j'aime. C'est pas vrai. Ouais. Ah, ceci dit, j'avais un petit j'aime, c'est Hakimi. Eh ben, Mais on y reviendra après. bah écoute, on en reparlera. Bah, Abdellah, écoute, ton un j'aime j'aime pas. pas, mais qui va probablement empiéter sur la suite du programme, c'est les certitudes de Luis Enrique. Écoute, ça fait un petit moment, on en a parlé un petit peu en off avec Alex. Ça fait un petit moment qu'il est là, c'est son année 2. J'ai un peu regardé la compo de départ hier. Le match dans le contenu qui a été catastrophique, surtout la première mi-temps, même si en seconde ça a été un peu meilleur. C'est les certitudes, que ce soit en conférence de presse, même s'il fait beaucoup de langue de bois évidemment, c'est les certitudes de Luis Enrique. C'est-à-dire qu'on lui a refilé le bébé. Pour une fois, sur 10-12 années
de l'RQSI, c'est la première fois que Nasser Al-Khelaifi et que l'actionnaire file les clés du camion Un à coach. un coach. C'est bien la première fois, on est tous d'accord ici. Oui, parce que C'était même pas le cas. Ancelotti, il y avait le Avec Leonardo Ancelotti, derrière. c'était C'est au pour ça qu'il est départ. parti, donc à un moment donné, Ancelotti, ça a été compliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est barré. Avec Tuchel, ça a été plus que compliqué. Avec Pochettino, ça a été compliqué. Emery aussi, etc. Mais c'est la première fois. Heureusement, on l'a pas donné à Galtier. Et Galtier, tu as vu, je l'ai même pas cité. Et c'est la... ça veut tout dire. Et en fait, c'est la première fois qu'on refile les clés du camion à un gars, en fait, qui assume, même en conférence de presse, le fait, en fait, qu'il a presque les pleins pouvoirs d'une certaine manière. Et c'est ce que les supporters attendaient. Au regard des précédentes années, on est tous d'accord avec ce constat. Mais au regard de l'effectif, au regard du dernier mercato, au regard du contenu du match hier, je me pose pas mal de questions sur la voie que veut emprunter Luis Enrique au regard, encore une fois, de l'effectif et des profils qu'il a recrutés cette année. Pour moi, ce n'est pas en adéquation avec la philosophie qu'ils veulent mettre en place. Je pense qu'il en demande trop des joueurs qui ne correspondent pas à ce que... On en avait déjà parlé ici, Romain, à maintes reprises. Je t'avais déjà dit que peut-être que même... Qui était trop ambitieux par rapport à la qualité qu'il avait. C'est ça. Est-ce que... ça dépend, encore une fois, ce que je disais à Alex tout à l'heure, ça dépend de là où tu veux mettre le curseur. Si tu pars dans l'idée que on a refilé les clés du camion à Luis Enrique et qu'on est parti sur 3 ans, il n'y a pas de problème. De toute façon, là, il peut faire ce qu'il veut. Sur 3 ans, on va avoir quelques purges. Il a des pierres brutes à polir. De toute manière, on ne va pas s'attendre à grand-chose. Hier, c'est presque logique, en fait, ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu, c'est presque logique. En revanche, on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec toi, c'est qu'il y a une logique de résultat aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Alors lui, il te dit qu'il n'est pas là pour les résultats. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il n'est pas là pour les résultats. Mais à un moment, l'actionnaire va demander des comptes. Est-ce que vous pensez véritablement qu'au regard de la situation, s'il se fait sortir en 8e, ou même avant, s'il ne se qualifie même pas en 8e, quel sera le regard de l'actionnaire vis-à-vis de Luis Enrique ? Est-ce qu'ils vont tout le temps lui donner la confiance sur 3 ans ? Donc voilà, c'est toute cette adéquation et les certitudes qu'a ce coach, même s'il fait beaucoup de langue de bois, qui me tendent un peu en ce moment. Yacine, est-ce que tu as l'impression qu'il veut trop en faire avec un effectif pas assez adapté à ça ? Mais clairement, et je pense surtout, moi, ce qui me dérange le plus, c'est de prendre des joueurs et de vouloir en faire d'autres, en fait. Tu prends des joueurs qui ont des qualités, tu les fais venir parce qu'ils ont d'abord des qualités. Imaginez que avec ces qualités, tu vas en faire d'autres joueurs complètement différents. J'ai jamais vu. Je pense à qui, par exemple on reviendra sur Nuno Mendes, mais il y a un peu de ça quand tu le mets défenseur central. Tu veux en faire un troisième défenseur central alors qu'il n'a pas les qualités pour et il n'a même pas l'état d'esprit non plus, parce que je pense que ça le saoule un peu. Ouais, ça le saoule clairement. Donc voilà, c'est toujours OK pour faire travailler un joueur, pour le faire progresser, lui faire corriger peut-être certaines lacunes, mais tu peux pas en faire un joueur différent. Bon, après, il y a toujours ces coachs qui aiment découvrir des choses, voilà, et puis il pourra peut-être dire qu'il a découvert que Nuno Mendes est un défenseur central. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, non, mais voilà, c'est dérangeant. Et il y a un dernier truc, c'est que sur l'histoire de pas de résultats, alors il y a un peu de com évidemment, mais s'il n'a pas envie de faire des résultats, il a envie de développer des joueurs, il y a un poste qui est très bien, c'est directeur de la formation, il ne faut pas hésiter. Et là, tu peux créer une Non, mais identité voilà, et c'est moi qui dis ça, je ne suis pas un amoureux du seul résultat, mais évidemment, quand tu es au niveau, il y a quand même un juste milieu. Est-ce qu'il aurait dit la même chose si c'était Arteta en 1, en 2 d'Arteta ou en 1, en 2 de comment il s'appelle, de Guardiola ? On est au début d'un process. Ouais, mais et puis surtout, résultat, l'année dernière, il est champion de France. Il fait demi-finale de Ligue des Champions. Il y a la Coupe de France. Cette année, il est premier de Ligue 1, il est toujours invaincu. Là, c'est la première défaite de la saison. Effectivement, est-ce que de dire tout de suite les résultats là, c'est bien de le rappeler. Pour le coup, c'est que la première défaite de la saison, quoi. Alors, c'était pas un match glorieux, hein, mais il y a un point qu'aborde Abdellah qui est peut-être intéressant. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus, parce que tout à l'heure, on parlera plus de la communication de Luis Enrique. Mais c'est cet aspect projet Luis Enrique, homme providentiel. Est-ce qu'on a besoin, avant on avait le projet Mbappé, est-ce qu'on a besoin d'avoir un projet qui est incarné par une seule personne ? Pour moi, c'est pas la question que le projet soit incarné par une seule personne, parce que je pense que de manière générale, c'est pas forcément toujours sain. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de bons exemples de clubs qui ont donné une certaine latitude, ou en tout cas
des pouvoirs étendus à leurs entraîneurs, qui ont en tout cas centré leur projet autour de la vision que leur entraîneur avait, et pour lesquels ça s'est plutôt bien passé. Et je crois qu'on en a affronté un très bon exemple hier. Où ça a mis du temps. Hein. Bah oui, bah oui. 6 ans. Mais non, mais du coup Là, c'est c'est la 5e année. Ouais. il arrive en 2019 Arteta à Arsenal. Il est passé par des phases de tempête absolue où l'équipe jouait pas bien, où ça allait pas du tout, où il n'était pas dans les premières places en première ligue comme il pouvait l'être, ni en Ligue des Champions comme il pouvait l'être maintenant. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est cohérent, c'est une équipe qui connaît parfaitement sa partition, c'est des joueurs qui arrivent à très vite s'adapter dans ce milieu-là, parce que justement, ça fait 5 années qu'il ajuste un peu ses variables et qu'il ajuste les idées qu'il a envie de mettre en place. Donc du coup, quand les nouveaux joueurs arrivent, bah, c'est tout de suite, ils arrivent tout de suite dans un truc qui est abouti. Et en fait, hier, on a vu tout simplement, à mon sens, la différence entre un projet de long terme basé sur la philosophie d'un entraîneur à qui on a laissé le temps de pouvoir développer cette philosophie au gré des résultats qui n'étaient pas forcément bons, et un projet qui en est tout simplement à ses débuts. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, on n'en est qu'à une saison et 2 mois de Luis Enrique. Quoi. Je vais donner la parole à Yacine, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque fois qu'on dit un projet entraîneur, on pense tout de suite à Guardiola et Klopp. Mais ça peut être possible avec d'autres coachs. Voilà, ça peut être possible avec d'autres coachs, et tu n'as pas besoin forcément d'avoir les meilleurs coachs de leur génération, voire pour certains les meilleurs coachs de l'histoire, pour donner les pleins pouvoirs à un coach. Un mec comme Arteta, il peut y arriver, et c'est un club aussi qui a énormément dépensé, parce que Arsenal a énormément dépensé pour avoir l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Pour le coup, juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai que, et après je te laisse la parole, Yacine, évidemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rebondir à ce que disait Abdella, le football aime pas la patience. Et d'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change d'avis sur un joueur ou sur une équipe d'un match à l'autre. Là, comme tu le disais, c'est que la première défaite de la saison, c'est que le premier match vraiment mauvais, très très mauvais de la saison, on peut pas pour moi tirer des conclusions de si peu de choses, et on ne sait pas de quoi l'avenir peut être fait, et tu pourras que voir une version plus aboutie de ce PSG là qui est, enfin franchement, on a quand même vécu plus d'un an et demi sous les mandats de Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, où franchement en termes de football on s'amusait pas, quoi. Et là depuis un an on a vu un PSG qui était plaisant à avoir joué, qui est pas toujours parfait, mais qui est plaisant à avoir joué, et qui peut que s'améliorer avec le temps, quoi. Yacine. Il y a 2 choses. La première, c'est que tous les exemples sont bons, Klopp, Arteta et tout, il n'y a pas de problème. Sauf que, quand même, la situation d'Arsenal au moment où Arteta arrive, c'est pas tout à fait la même. Oui, ça fait plusieurs années que ça essaie de reconstruire après dur, Wenger. qu'il n'y a plus de Ligue des Champions. Ça faisait 20 ans, je crois. Non, mais déjà, donc c'est un peu différent. Il partait de plus loin. Voilà. Donc C'est sûr. Tu peux peut-être te dire, bon, maintenant on arrête les bêtises et on va laisser travailler quelqu'un parce que tu pars de plus loin. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que là, tu as l'impression que tu repars à zéro, tu prends que des jeunes. En fait, nous, il n'y a jamais de juste milieu. C'est-à-dire qu'une fois, on a un entraîneur qui gère tout, presque jusque trop, on en reparlera après. Avant, on avait des entraîneurs qui laissaient tout faire. C'était les stars qui décidaient. On avait des joueurs cadres, on a eu quand même des joueurs cadres qu'on comptait, qui ont mis des choses en place dans le professionnalisme, que ce soit Mota, Zlatan et compagnie. Là, on n'a plus de cadres, on n'a que des jeunes. Il n'y a jamais de juste milieu. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est que là, dans ce projet-là, moi, ce qui me dérange vraiment, en dehors du fait qu'il y avait Mbappé l'année dernière, il est parti, et là, maintenant, tu n'as plus de grands joueurs, comme on les appelle, c'est que tu as l'impression que là, tu repars à zéro. Tu vois, tu construis un truc à partir de maintenant. Quand il dit je ne suis pas là pour gagner la Ligue des Champions, moi je pense que ça rejoint le discours global, c'est-à-dire ok, on est une équipe jeune, on reconstruit et tout, mais nous on partait quand même pas de zéro, quoi. T'as un parcours en Ligue des Champions qui compte, même si les 4-5 dernières années, il y a les 8e de finale, mais entre les deux, t'as aussi 2 demi-finales, t'as une finale. T'as 3 demi-finales sur les 5 dernières années. Voilà, t'as quand même une finale, même si c'est le Final 8. Voilà, on n'est pas dans la situation d'Arsenal, et on n'était même pas dans la situation de Liverpool quand Klopp arrive. Liverpool, c'est en Europa League quand Klopp arrive. Donc on n'est même pas dans cette situation-là. Donc je trouve que de repartir sur un projet comme ça, il y avait peut-être un juste milieu, et on reviendra sur le match, mais par exemple hier, pour moi, il manque un ou deux cadres, un ou deux mecs solides. Un ou deux tauliers, ouais. Bah oui, pour t'amener à cette jeunesse quelque chose. Taulier, il est blessé.
Enfin, tu as Hernandez qui peut faire partie des tauliers. qui peut faire figure justement de taulier et qui n'était pas là. Kipembe, bon, on ne sait pas s'il va revenir, il est à la cave. Mais ça veut dire que t'en as qu'un, quoi. Oui, t'en as Non, un, un maximum deux. On en a un, je veux bien, mais normalement, dans les buts, tu es censé avoir un taulier. Ouais, Absolument, quand même. oui. En défense centrale, tu as un capitaine qui a plus de 30 ans, qui est là depuis 15 ans au club, Oui. tu es censé être un taulier. Qui ne l'est pas. Hakimi, il est pas tout jeune, Mhm. c'est censé être Oh, un il a- taulier il a 25 ans, quoi. aussi. Bah, voilà. Non, mais oui, mais 25 ans, maintenant dans le foot d'aujourd'hui, 25 ans, t'es vieux. Oui, hein. oui, Ouais, non, puis mais il a quand même 5-6 ans de. Il a un peu de très haut bouteille. niveau, quoi. Oui, voilà, Un petit peu de voilà. bouteille. Il y a un mec qui est, Bah, qui est- qui est dans et- l'équipe type de l'Euro, Non, mais il pareil. est sur le banc là, mais normalement ça peut être un taulier aussi. Donc il y a des mecs quand même, on n'est pas, Non, mais on n'est pas si, vide. si effectivement tu me parles de taulier à l'instar de ce qu'était Zlatan, je veux dire, Ah non, en c'est pas toute une pareil, époque, là-dessus. etc. On n'aura plus, enfin, on Bien n'aura sûr. plus. Là, on n'a plus ce genre de taulier aujourd'hui. On a une équipe trop tendre. On en a parlé tout à l'heure, trop tendre totalement. Et je rebondis juste rapidement et ensuite Ouais, après on passe au- On enchaîne. parce que j'avais compris avec ton regard que tu veux j'avais très bien compris qu'il fallait que je Non, fasse mais- très très vite. Non, non, c'est bon. Non, non, on parlait d'Arteta, effectivement, on parlait d'Arsenal qui revient de très loin, de Guardiola, de Klopp, etc. On a parlé de ces grands clubs à qui on a filé les clés du camion à des entraîneurs à qui on a laissé le temps de travailler. La patience, en fait, qu'on n'a jamais connue du côté des Qataris. Et là, on parlait des entraîneurs, mais quand on parle de l'entraîneur, faut jamais, comment dire, dissocier l'entraîneur de l'actionnaire. Et l'actionnaire au PSG, c'est les Qataris. Et on connaît les Qataris depuis qu'ils sont arrivés. En fait, voilà, vous vous souvenez du projet, du projet 5 ans pour la Ligue des Champions quand ils sont arrivés? C'est 5 ans en Ligue des Champions, les propres mots de Nasser El Khelaifi. Ensuite, il y a eu le projet Mbappé, il y a eu le projet la équipe de France. Je rejoins Yacine. Je fais arrêter avec vos projets. Arrête avec ton projet Mbappé, arrête avec ton projet équipe de France. Tu peux rajeunir l'équipe et y greffer une ou deux stars, je ne sais pas ce qu'est une star aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup dans le milieu du football, mais tu peux y ajouter des tauliers qui encadreraient cette équipe de gamins. Tu vois, ras-le-bol, tu sais, de tout, de systématiquement catégoriser. Ça m'ennuie. Ouais. On va passer à Alex. Alex, Ah, c'est aussi bonjour. J'aime pas. Oui, j'ai un. Alors vas-y, j'ai un- alors attends, laisse-moi 2 secondes, je sors mon manuel de physique. Qui nous a sorti un mot dans la conversation pour nous parler de son truc En là. fait, dans cette conversation, dès qu'on sort un mot de plus de 2 syllabes, ça. Même pas. Et pour le coup, Alors, c'est une vas-y, syllabe. Ça devient alors, fou. vas-y, dis-nous. Je n'ai pas apprécié l'inertie des attaquants du Paris Tu viens de Saint-Germain. perdre 200 000 auditeurs. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez que je définisse inertie pour vous, que je tape dans la roue? Je veux bien que tu m'images sur le terrain ce que tu imagines de l'inertie des attaquants. C'est l'absence totale et perpétuelle de mouvement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose d'inerte, il me semble que c'est quelque chose qui bouge pas. Enfin, je sais Ouais, pas. c'est Voilà, mais c'est pas un mot compliqué en vrai. Non, mais on taquine, on peut plus. Ok. Oui, l'inertie. En Oui. plus, j'étais nul en physique, donc bref. En fait, j'ai eu l'impression hier en regardant le match, et ça m'était pareil depuis longtemps, de voir en fait jouer le PSG de Pochettino, quoi. C'est-à-dire qu'un PSG sans trop d'idées, sans trop d'envie, sans trop d'énergie, sans mouvement, sans solution en fait. Et honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, ou en tout cas d'avoir vu ça de manière aussi criante avec le PSG sous Luis Enrique. Il y avait une stat qui était intéressante, je crois que c'était dans l'article très intéressant de Dan Perez ce matin dans l'équipe, où il expliquait que le PSG avait eu son plus faible total d'expected goals sur un match en Ligue des Champions 0,30 entre 0,30 et 0,33 parce ouais. que ça change à chaque fois. Hein, mais... depuis 6 ou 7 ans. Donc ça montre à quel point en fait ils se sont pas créés de situation offensive, et en fait les joueurs d'Arsenal ont quand même l'habitude de se cogner des équipes en première ligue qui offensivement sont plutôt compétentes. salées, tous les week-ends. Ils n'ont pas trop eu à forcer leur talent pour pas encaisser de but. Donc en fait voilà, il y avait pour moi des vraies différences fondamentales entre ces deux équipes, entre l'équipe d'Arsenal qui est une équipe physiquement imposante, très bien organisée, très rigoureuse, et en même temps qui est une vraie équipe de première ligue, et l'équipe du PSG qui pouvait justement plus reposer sur son mouvement, sa créativité, sa technique, sa vitesse. Et ça, malgré l'absence d'Ousmane Dembélé, je ne sais pas si on va en parler, qui pour moi sa présence aurait pu tout aussi bien ne rien changer.
on n'a pas vu en fait les joueurs courir les uns pour les autres, créer des décalages, bouffer des espaces, prendre la profondeur, permuter. Enfin, on a vu de la possession, de la possession stérile, statique quoi. Et ça, franchement, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et enfin, à la lumière de ça, tu peux pas gagner un match comme ça quoi. Ce qui est vrai, c'est que côté permutation. On a eu en début de deuxième mi-temps Désiré Doué et Lee Kang-in qui ont changé. Donc c'est Lee Kang-in qui est passé à droite, Désiré Doué qui est passé faux neuf. Barcola, il était dans la poche de Timber pendant toute la première période. Il n'y a pas un moment où il s'est dit je vais aller dézoner, je vais aller voir un petit peu à droite ce qui s'est passé, Yacine. Ouais, c'était clairement trop lisible, même ce qu'il a tenté quand il avait le ballon. Mais en dehors de ça, ces décrochages, ils sont faits sur une ligne verticale, et dos au jeu. Il ne pouvait pas prendre le ballon, il était vite enfermé. Il n'a pas fait d'appel en rentrant à l'intérieur. La seule action qu'il a finalement en première mi-temps, c'est le ballon de Lee Kang-in en profondeur, là, ou même dans sa course. Il n'arrive pas à aller au bout parce qu'il veut rentrer tout de suite sur son pied droit. Mais il y a plein de choses en fait qui n'allaient pas hier. Ce que disait Alex sur les déplacements, les mouvements, ça c'est clair. Ça a manqué de mouvement, c'était trop scolaire, trop stéréotypé, trop lisible. Mais il y a aussi le fait que de derrière, on n'arrivait même pas à trouver des solutions techniquement pour sortir. On a vu des relents. Pacho, à un moment, il y a 2 fois de suite, au bout de 20 minutes, où il allonge n'importe où. En fait, en gros, c'est j'ai pas de solution, faut aller loin parce que là, ça va plus. Donc tu te rends compte que effectivement il y a les attaquants, mais s'il y avait que les attaquants à la limite, ça irait. Mais même au milieu, il n'y a pas eu de mouvement. Voilà, c'est pour moi ce match, il est pas bon dans l'état d'esprit déjà en fait, parce que Paris a eu 65% de possession de balle ou 60%, c'est le plus gros total d'une équipe contre Arsenal à l'Emirates. Ouais, on s'en fout. Ils ont fait 200 passes de plus que Arsenal, on s'en fout aussi. Et moi j'ai l'impression qu'à un moment donné tu rentres dans ce truc, et ça rejoint tout ce qu'on dit sur Luis Enrique, c'est que tu rentres dans ce truc de il faut d'abord trouver des décalages, mais tes seules situations, parce que c'est même pas des occasions, mais tes seules situations en première mi-temps, elles sont créées sur les transitions, sur la balle en profondeur sur Barcola, celle sur Hakimi, de Doué, sur Nuno Mendes aussi, où il et rentre Nuno dans Mendes. l'axe, Voilà. En fait, tes situations elles sont créées là-dessus, mais il n'y a pas de honte si tu es gêné par un pressing à faire autre chose que de multiplier ces passes-là. Et la dernière chose, c'est que même dans les 3 attaquants, là, ça manquait de mouvement, mais ce 9 là qui vient décrocher au milieu pour rester dos au jeu, pour ressortir face à Vitinha, à Pacho, en fait, ça sert à rien. Parce que les 2 ailiers, c'était même pas pour venir rentrer. Oui, ils sont restés très excentrés. Mais donc en fait, t'avais l'impression que rien n'était coordonné. Chacun était à un poste. Tu sais, c'est des croix, un tableau. Voilà. On a mis des croix et on les a laissés. Abdellah, est-ce que tu penses que c'était juste les attaquants qui n'ont pas forcément outrepassé leurs consignes du départ, ou est-ce que c'est un truc global, avec les milieux, parce que les milieux de terrain. Non, c'est un truc global, et c'est ce que je disais à Alex tout à l'heure. En fait, il y a un match, ça m'a rappelé un match face au Bayern il y a 3 ans. Je me souviens où on se prend 3-1, où le PSG se prend 3-1, etc. Où les Allemands avaient décidé, enfin les Bavarois avaient décidé en fait de jouer en bloc bas, médian, etc. et d'attendre tranquillement le Paris Saint-Germain, ce qu'a fait Arteta hier en pantoufles, c'est-à-dire notamment en deuxième mi-temps. Notamment, voilà, ils étaient ils sont quand même assez hauts. Oui, ils sont pas plus de hauts. fou, ils pressent pas, mais tu vois qu'ils sont en gestion. Ouais. Ils sont en gestion, ils sont disciplinés. Les joueurs étaient très resserrés. Enfin, c'était un vrai bloc en fait qui se déplaçait, très harmonieux, qui se déplaçait très bien sur le terrain, impossible à franchir. En fait, on l'a vu. Là, tu me poses la question de savoir si effectivement, est-ce que seuls les attaquants étaient concernés. On a souvent retrouvé Barcola très seul, qui n'avait pas été justement aidé par Mendes, et inversement. Et inversement, tu vois. Et d'ailleurs, petite parenthèse. Par rapport à Mendes, on remarquera, j'ai constaté hier, peut-être que vous avez fait le même constat que moi, que Mendes, en seconde mi-temps, j'ai rarement vu Mendes dans la deuxième partie de terrain, et voire sur les 30 derniers mètres, sur la deuxième mi-temps hier, face à Arsenal, que sur toute la saison. Depuis le début. Est-ce qu'il a reçu des consignes où on l'a libéré, trop bridé, on l'a libéré, on lui a dit bon vas-y, et c'est là où le Paris Saint-Germain s'est obtenu d'une certaine manière le plus d'opportunités, puisque d'habitude le jeu avec Dembélé, bon il n'était pas là hier, penché depuis le début de saison à droite. Hier, sur la deuxième partie match, exactement. Alors qu'hier Barcola était tout seul, et quand Mendes est monté,
Ça allait beaucoup mieux. Donc, non, tu avais aussi ton milieu de terrain, mon cher Romain. Tu as aussi ton milieu de terrain et ta défense. Et d'ailleurs, on voyait Luis Enrique qui demandait à son bloc de systématiquement remonter parce qu'entre ta ligne de 4 derrière, enfin ta ligne de 3 ou ta ligne de 4, il y avait un gap énorme avec les milieux de terrain qui étaient beaucoup trop hauts. Et Arsenal, au milieu, s'amusait. Enfin, beaucoup trop haut ou la ligne trop basse? Parce que, en fait, moi, je pense que tout simplement, on parlait de Marquinhos tout à l'heure. Oui, Encore une fois, un match de Ligue des Champions important, il y a 20 mètres entre la ligne des milieux. Et toi, tu penses que c'est à cause de. Bien sûr. De Marquinhos, déjà en plus il se fait piéger sur le premier dégagement du gardien au bout de 5 minutes là, où il lit mal la trajectoire, il est pris dans le dos. Comme par hasard, derrière, tu as 40 minutes où Marquinhos, du coup, c'est lui le patron. Donc la ligne défensive, elle est 20 mètres derrière la ligne des milieux de terrain. Alors que Luis Enrique le rappelait sur le banc de touche, on le voyait demander de. Voilà. Tu peux pas avoir un bloc équipe ou alors il fallait que tout le monde redescende. Oui. Voilà. Mais tu peux pas avoir un bloc équipe si ta ligne de défense, elle est 20 mètres derrière les milieux parce qu'ils ont peur d'être pris dans le dos. Du coup, il n'y avait rien de coordonné. Bon, on va quand même parler un petit peu positivement. Parce qu'on a trouvé un gemme. On a trouvé un gemme dans l'équipe. C'est moi, c'est C'est exceptionnel fou en plus. C'est Yacine qui me Comme fait quoi. un gemme. Tu vois. Yacine qui donne un gemme. Ouais. Il n'est pas venu pour rien. C'est Comme quoi. Achraf Hakimi, c'est le seul bon point d'hier soir. Ah bah Ouais, tiens. clairement. Voilà. Pour moi, je vais dire, il y a plein de choses. Il y a déjà son activité. J'ai trouvé qu'il était vraiment en jambes. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans l'attitude. Il a essayé de provoquer, il a essayé de tenter. Alors, il y a du déchet, mais il y a du déchet. Alors, parce que déjà, il y a du déchet dans le foot et parce que aussi, ça a manqué de mouvement. Mais dans son activité, franchement, j'ai trouvé que c'était le seul qui a montré un peu de caractère dans l'équipe, que ce soit même dans les duels. Je l'ai vu aller dans les duels réellement, un des seuls à pas se faire bouger. L'appel qu'il fait sur la passe de Doué, vous regarderez bien, la passe de Doué, elle n'est pas bonne. Elle est donnée beaucoup trop tôt. Il n'a pas d'avance et il réussit avec sa vitesse à récupérer ce temps perdu. À un moment donné, il prend le ballon, il traverse le terrain en diagonale. C'est pas cohérent quelque part, mais au moins il a montré de l'envie, il a montré qu'il avait envie que ça bouge, que ça joue, que ça aille vers l'avant. Et moi, j'ai vraiment trouvé que j'ai souvent été critique avec Hakimi parce qu'il nous a parfois déçus dans les gros matchs, etc. Hier, je trouve que c'est le seul qui a été au niveau, en tout cas dans l'état d'esprit, dans l'attitude et athlétiquement. C'est le seul qui a été au niveau et qui s'est pas caché. C'était clairement le meilleur Parisien hier sur la pelouse. Ouais. Alexandre aussi, t'as été... Ouais, en fait, pour moi, il a assez, alors sans évidemment faire un match parfait, mais il a assez bien incarné pour moi ce qu'il aurait fallu que toute l'équipe fasse pour perturber cette équipe Arsenal, c'est-à-dire des courses rapides dans le dos des défenseurs, du dépassement de fonction, des permutations avec ses adversaires, avec ses coéquipiers, des courses en diagonale. En fait, tu vas perturber des mecs, c'est-à-dire que le bloc d'Arsenal, ils étaient vraiment genre rigide, soudé, chacun à sa place, le 4-4-2 bien scolaire, bien machin. Attention avec l'utilisation du mot rigide. Ah, mais... faut faire attention à ce qu'on dit les copains. Entre inertie et rigide. Non mais rigide, ça peut irriter les gens. C'était pour le coup Arsenal, il y en a aucun qui a joué en dehors de son poste et qui a fait du dépassement de fonction. Et pour le coup, quand tu as une équipe comme le PSG qui veut certes jouer en possession, mais qui a des joueurs qui sont plus taillés pour des attaques rapides, de la transition, etc. La moindre des choses que tu peux faire quand tu as le ballon et que tu veux créer ce genre de situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire du mouvement, de créer du mouvement, de faire des appels, de permuter, de bouger. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on avait l'impression de voir le PSG d'avant, c'est-à-dire que le PSG d'habitude arrive plus ou moins à faire ce genre de choses. On voit le PSG qui est plus à l'aise sous Luis Enrique que sous ses prédécesseurs pour justement faire sauter un peu les verrous un peu bas, faire sauter les équipes qui les attendent justement devant leur surface. Là pour le coup, ils sont retournés dans leur espèce de jeu de position très stérile où du coup, il y a et Hakimi, pour le coup, c'est le seul qui a, comme le disait très bien Yacine, qui a voulu faire un peu autre chose. C'est le seul qui a avoir pris des risques. Des risques, balle au pied. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas. Et d'ailleurs, c'était l'un des seuls Parisiens, enfin, je crois que c'est peut-être l'un des seuls Parisiens que j'ai vu le plus souvent dans la surface de réparation. Mais oui, voilà, alors qu'il avait ça confirme quand même un début de saison qui est plutôt satisfaisant pour clairement pour Hakimi. Il est mais bien sûr bien. Mais bien sûr. Enfin voilà, faut dire. Enfin, il a fait des choses, pas top, comme le rappelait à l'instant Yacine. Mais globalement, enfin depuis le début de saison, voilà, il est à la hauteur. Il percute. Enfin, c'est l'une des raisons, notamment pour lesquelles, le côté droit fonctionne beaucoup mieux que le côté gauche du côté du Paris Saint-Germain. Bon, on verra, on espère. On tape sur Hakimi quand il est pas bon. Donc c'est bien aussi. Non, faut le dire. Cette saison, on n'a pas l'occasion de le faire cette saison, mais j'espère bientôt. Non, on va dire que c'est l'un des seuls sur certaines séquences à avoir joué un véritable match de Ligue des Champions.
Alors Oui, que c'est les vrai. autres, ils étaient en mode frein à main, un peu peur, un peu peureux. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec Luis Enrique sur la touche. Même contre Rennes, on voyait Luis Enrique sortir la sulfateuse sur certains gamins, etc. Mais là, voilà, c'est le seul à avoir lâché le frein et joué. Enfin. Alors ça tombe bien, tu me fais une belle passe décisive vers le premier débat qu'on va faire, puisque celui dont on doit parler n'a pas fait ce match de Ligue des Champions qu'on attendait. Et c'est un petit peu une récurrence. On va parler de Gianluigi Donnarumma. Parce que, alors moi je l'ai beaucoup défendu, etc. Je ferai mon billet demain là-dessus, vous inquiétez pas. Demain On a l'impression... Ouais, demain. T'as Parce fait, que t'as fait sur quoi ton billet aujourd'hui? j'ai parlé un peu de la communication de Luis Enrique. Ah, très bien. Parce que Gianluigi Donnarumma, je veux bien qu'on fasse toutes les analyses tactiques, etc., de comment appréhender le match, comment réussir à avoir plus de mouvement et tout, mais si ton gardien ne te crève pas hier, il y a un moment où voilà, ça fait pas un 0 aussi vite, ça fait peut-être pas 2-0 aussi vite aussi, et la physionomie du match, elle peut changer, quoi. Mais c'est évident. Mais c'est. Je prends là. Ouais, vas-y, prends prends la parole. d'habitude. Tu l'as pas demandé, mais tu vas la prendre. Je sais parce que je vous connais tous les deux. Mais J'ai déjà c'est composé évident. avec ces deux-là. Et surtout avec toi d'ailleurs. Ouais. Tu disais du bien de Donnarumma pendant. Bien sûr, Non, non, mais je donnerai toujours des arguments que je trouve encore valables, mais vas-y. Mais non, mais on va sortir des banalités. Pourquoi? Parce qu'on répète inlassablement depuis quelques temps que Donnarumma. J'en parlais avec Jérôme Alonso récemment que j'ai interviewé pour Plays. Je lui avais posé. Il a une habileté pour faire sa pub, celui-là. Il fait du placement de Il produit est maintenant. il est redoutable. Absolument pas. J'ai eu Jérôme Alonso et justement, je lui avais posé la question de savoir ce qu'il pensait de Donnarumma. Et je ne vais pas relire sa déclaration qui me disait bon, écoute, Abdallah, pour lui, c'est l'un des 3 meilleurs au monde sur sa ligne. Il me dit c'est un top 3 sur sa ligne, il n'y a rien à dire. Troisième. Oui, Peut-être, et pas troisième. troisième. Il me le dit tel quel. En revanche, il insiste sur le fait que malgré sa grande taille, enfin ça veut tout et rien dire, c'est l'un des plus mauvais dans la lecture du jeu aérien. Il se plante systématiquement. Alors, c'est soit il n'a pas suffisamment bossé, là il a atteint ses 25 ans, je ne suis pas un spécialiste du poste gardien. Est-ce qu'il est trop tard? Je n'en sais rien du tout. Il a 25 ans. 25 ans, c'est très jeune pour Oui, un gardien. 25 ans. Est-ce qu'il peut C'est toujours très jeune corriger? pour un gardien, mais c'est un gardien qui a démarré à 16 ans. Qui a démarré Oui, à 16 mais, ans. ouais, Donc, mais à un moment, ça reste une très grosse anomalie. Et même les gardiens qui ont commencé jeunes peuvent avoir un C'est-à-dire, un pic après de l'école maturité italienne, très les tard. gardiens, etc., est-ce qu'on a l'habitude de voir des gardiens qui sortent, qui sont Non, Yacine, justement, qui ont l'habitude Non. d'être bons dans les airs? Ça, c'est un autre débat aussi. Et je vais laisser des arguments à mes camarades, et c'est pas la première fois qu'ils se trouvent, évidemment, et dans des matchs importants. Je vais pas remonter sur l'action de Benzema face au Real Madrid. Il y a eu Newcastle, il y a eu Barcelone, il y a aussi Barcelone, etc. Est-ce que ça commence à faire beaucoup? Mais il nous sauve aussi de quelques situations compliquées hier. fait une Voilà. seconde Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y a des arrêts réflexes en seconde période. Les arrêts qu'il avait à faire sur sa ligne. Et ce qu'il y a, c'est que même moi qui défends énormément Donnarumma, et moi, mon argument principal, c'est de dire ok, Donnarumma a des failles, mais je pense toujours que en gardien disponible meilleur que Donnarumma, il y en a toujours, je trouve toujours pas. Oui. Donc c'est en fait, je veux bien la réflexion il y a des trucs, mais je suis plus dans l'optique de vouloir corriger les défauts de Donnarumma plutôt que de le virer, parce que de toute manière, si on prend, je vois pas qui peut être meilleur et dispo. Après, Donc, méfie-toi, Safonov, il est pas loin. Mais donc, juste pour revenir, parce que les failles de Donnarumma qu'on met en exergue, c'est donc effectivement le mental dans les matchs importants de Ligue des Champions, parce qu'il y a un Euro où quand même il était très performant, et encore un autre là cet été où il était bon. C'est les sorties aériennes et le jeu au pied. Est-ce que pour vous, c'est mort, il n'y a pas de progression possible là-dessus? Oui, vas-y. J'ai la défense, c'est à vous. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je pense que le jeu au pied, c'est plus un problème rédhibitoire dans le cas de Donnarumma. C'est un secteur de jeu dans lequel il s'est beaucoup amélioré. Ça reste pas le meilleur, de très loin, mais c'est devenu un gardien très correct dans la distribution, qui panique pas face au pressing, qui réussit plutôt ses passes. Pour moi, c'est plus un souci. Le domaine aérien, par contre, c'est complètement fou qu'il soit aussi mauvais alors qu'il fait 2 mètres. Hier, tu le vois. Alors, Kai Havertz, c'est pas le plus petit joueur non plus, il fait 1m93, mais que Donnarumma en l'air, les bras tendus, il n'arrive pas à devancer Havertz de la tête, c'est quand même pas normal. Et surtout, je trouve que sur cette action, ce qui était assez fou. Alors, c'est vrai que j'ai pas en tête de nombreuses interventions aériennes de Donnarumma où je le vois vraiment s'imposer, mais non seulement il jauge mal la trajectoire, on dirait qu'il y va un peu hésitant, il va pas vraiment s'imposer comme un gardien de son envergure, oui, il mêle le timing, il y a rien qui va dans cette intervention-là.
Après, tu avais dit quoi? C'est sur le Le mental dans les matchs importants. Le mental, la saison dernière, déjà, il y avait des statistiques et des performances qui étaient complètement folles. Enfin, la saison dernière, il empêche un nombre de buts de rentrer mais en Ligue 1. en Ligue 1 Oui, en Ligue 1. fou, et en Ligue des Champions, rien du tout. Et il y avait une différence déjà entre ses performances en Ligue des Champions et en Ligue 1 qui était complètement folle. Et je sais pas où ça se situe. Est-ce que ça se situe effectivement dans le psychologique, dans le mental, etc. Mais ça aussi, c'est peut-être un blocage, c'est peut-être un plafond de verre pour lui qu'il faut briser. Et je voulais juste rajouter un dernier truc quand même, parce qu'on en reparlera peut-être, mais autant le premier but, il est que pour lui. Autant le second, moi, je lui lâcherai un peu de l'est, parce que pour le coup, Après, ces matchs, je sais pas où elles sont. Ouais, Ouais. honnêtement, il aurait pu faire mieux. En revanche, on avait tous très bien identifié la force d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés avant le match, et nous, notre faiblesse là-dessus. Hier, la combinaison qu'ils font et le mouvement des joueurs pour aussi venir gêner sa vision quand le ballon arrive, c'est assez basique. C'est basique. C'est des situations Mais qu'on voit bon, souvent. on Et les travaille gardiens, pas, on les travaille pas, les coups de pied arrêtés. on sait que les gardiens, pour le coup, ont du mal avec ces espèces de petits ballons qui viennent rebondir juste devant eux, où ils les voient pas rebondir, etc. Bon, là, il est moins fautif sur le deuxième que sur le premier. Sur le premier, ça reste pour le coup une faiblesse dans son jeu qui est difficilement compréhensible. Yacine, je m'adresse autant à l'observateur assidu du Paris Saint-Germain, puisque tu regardes 3 fois chaque match, espèce de fou furieux, hein, que je m'adresse autant à ça qu'au formateur. Est-ce que les failles que tu vois en Donnarumma sont corrigibles? Est-ce que tu le vois pouvoir progresser? Parce que là encore, on parle des sorties aériennes, et tu prends but comme ça au parc face au Barça, tu prends but comme ça face à Dortmund au parc encore, et là, la sortie, alors c'est pas un corner, hein, la sortie sur le premier but, mais c'est dans ses 6 mètres, quoi. C'est pareil, c'est dans ses 6 mètres. Moi, je pense que là-dessus, il faut se faire une raison, c'est rédhibitoire. Parce que dans sa formation, il l'a pas eu. Parce que c'est pas la formation italienne. Buffon avait déjà des problèmes dans les sorties. Ouais, mais c'est pas la formation italienne. Et même Sirigu encore, on peut le rajouter. C'était pas. Oui, t'as raison. Vicario a des problèmes avec Tottenham sur les. Non, mais c'est pas leur formation. Eux, ils sont très forts sur la ligne. Ils ont des qualités de mouvement sur leur ligne, de réflexe, etc., qui est très élevée. Mais le reste, non. Je vais faire de la pub, moi aussi. J'avais fait une interview de Bernard Lama pour Paris United, où il explique très bien, en fait, que à force de vouloir des grands gardiens, quoi qu'il arrive, les grands gardiens, à part une ou deux exceptions, la mobilité, ça peut pas être leur fort. Et donc, pour aller chercher un ballon, il y a la lecture de la trajectoire et il y a la mobilité dans les gestes, dans tes déplacements. Lui, il a un problème de déplacement. On voit bien, tu vois, qu'il peut pas aller très vite. Hier, déjà, il est un peu en retard, parce que moi, je pense qu'il est un peu bas déjà sur la ligne de but. Mais en plus, il ne peut pas aller très vite jusqu'en dehors de ses 6 mètres. Donc, c'est quelque chose de rédhibitoire. La dernière chose là-dessus, pour revenir au mental, c'est que à force de faire des erreurs, on a toujours l'impression que les joueurs, on nous explique, ils sont imperméables, etc. Mais les joueurs, c'est des êtres humains, ou alors je me trompe, mais ils sont comme tout le monde. Donc quand tu fais une erreur et que tu en fais une deuxième et qu'on te le répète, la confiance, elle diminue. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, j'y vais pas, parce que quand j'y vais, de toute façon, ça se passe mal. Donc j'y vais pas. À l'arrivée, en fait, tu n'as pas une défense qui te rassure. Lui, te rassure pas sa défense. Tu mixes les deux. Ça donne hier, parce que hier, pas de problème, hein. Il est fautif sur le but, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf qu'avant ça, il y a Trossard qui traverse le terrain, qui s'arrête pendant 3 secondes entre le moment où il arrête le ballon, il touche le ballon et il fait le centre. Il se passe 3 secondes où Zahir Emery Vitinha le regarde. On est quand même à 20 mètres de notre but. Personne ne va le cadrer, personne ne l'empêche de centrer, personne ne l'agresse. Il y a le centre. Pendant ce temps-là, donc, il y a Havertz. Au moment où Trossard il arrête son ballon, Havertz, il est en dehors de la surface. Ouais, il est loin. Il fait sa course. Pacho, il le regarde jamais. Il est obnubilé par le ballon. Havertz, il vient dans son dos. Il est entre Mendes et Pacho. Mendes, il a un deuxième joueur dans le dos. Mais même lui, qui le voit, alors, évidemment, il n'y a pas de problème. Il peut faire un choix, le premier ou deuxième. Bien sûr, après, c'est à quel chose tu veux te manger. En fait, pendant ce temps-là, il ne fait pas de choix du tout, parce que vous regarderez l'action, il a les 2 pieds collés au sol et il ne bouge pas du tout. Havertz, il s'infiltre entre les deux. Et après, il y a le ballon, il est bien donné. Non, mais il est parfait. Mais en même temps, quand tu laisses 3 secondes à un joueur de ce niveau, c'est bien sûr qu'il va te mettre le ballon dans la bonne zone. Donc, évidemment que Donnarumma, il est coupable là-dessus. Mais on est aussi coupable à chaque fois de laisser les centreurs avec 3 mètres pour centrer tranquillement. Ça nous est arrivé plein de fois. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait toutes les émissions, les podcasts. À chaque fois, on dit la même chose. Que ce soit les coups de pied arrêtés ou les centres, c'est trop facile. C'est trop facile. Et sur le dernier but, sur le deuxième but plutôt,
Moi, je suis de l'avis d'Alex et moi, je vais aller plus loin. C'est que pour moi, il n'est pas coupable. Parce qu'en fait, déjà, il n'y a aucune agressivité sur les défenseurs. Les défenseurs, ils laissent les joueurs d'Arsenal dans leur dos, là, en rond, venir couper. Personne bouge, personne les touche, personne les accroche. Et quand le ballon passe, il y a un joueur d'Arsenal, vous regarderez bien, qui fait un geste comme s'il voulait dévier le ballon. Ouais, c'est parfait. Et en fait, vous regardez bien la position de Donnarumma, ses mains, elles bougent avec le geste du joueur en se disant il va la dévier au premier. Il met ses mains, personne ne la touche. En fait, là, il ne peut pas être coupable parce que ça va trop vite, les joueurs sont trop près, le ballon est dans la bonne zone. Par contre, nos défenseurs, ils sont bien coupables d'être restés les 5 alignés, personne n'a attaqué le ballon. Voilà. Merci. Non, mais ça donne un peu des idées pour la suite. Et voilà, je sais pas s'il va changer Donnarumma, mais voilà, je trouve toujours que c'est difficile de trouver mieux. Mais bon, on verra. Ah, mais c'est clair. De toute façon, je pense que toi et moi, on est d'accord sur Donnarumma. Ouais, C'est-à-dire que on l'a suffisamment encensé la saison passée pour tous les points qu'il a fait gagner au Paris Saint-Germain et pour même toutes les défaites qu'il a évitées. Il a des défauts. Enfin, honnêtement, aujourd'hui. Non, mais on les connaît. T'as peu de gardiens. Alors, je parle pas de gardiens disponibles sur le marché, parce que ça n'existe pas, mais t'as peu de gardiens de manière générale qui ont aucun défaut. Lui, pour le coup, il a des défauts qui sont clairs et identifiés. La force, c'est comment tu les connais. Effectivement, le correctif à ça est peut-être aussi aller chercher du côté des qualités de tes défenseurs qui peuvent aussi les parce que tu vois, compenser. Vite fait, je termine là-dessus. Non, t'inquiète. On parle des défauts là-dessus. Est-ce qu'avant, les gardiens qu'on a eus, ils sortaient pas. Sauf qu'au milieu, quand tu as Thiago Silva, quand tu avais Alex, quand tu as Marquinhos, quand tu avais tu vois, tous ces joueurs-là, Mota même sur les coups de pied arrêtés, quand tu as tous ces joueurs-là, Ibra qui revenait, Cavani, et en fait, le gardien, tu fais presque pas attention qu'il sorte pas parce que de toute façon, toujours un mec qui l'apprend. Ben oui, là, tu te fais manger à chaque coup de pied arrêté. Donc, c'est logique que les lacunes du gardien, elles soient encore plus criantes. Bon, après, un dernier mot peut-être pour le coup, c'est que Pacho pour le coup, qui était sur le but d'hier, lui pour le coup, dans le domaine aérien, il est pas inintéressant, et ça viendra aussi avec le temps. Pour le coup, lui, c'est un tout débutant en Ligue des Champions, et ça sera intéressant de suivre. Voilà pour le débat de Donnarumma, c'était assez intéressant. On va faire une petite pause et on va revenir avec les deux derniers débats de la journée, un sur Nuno Mendes et un sur la communication de Luis Enrique. À tout de suite. Chaque matin sur France Bleu Paris, bienvenue chez vous avec Corentine Feltz. L'Île-de-France s'attaque enfin au bruit. 100 millions d'euros pour déduire 30% de l'exposition au bruit dans notre région. Souffrez-vous du bruit? Quelles mesures attendez-vous? On en parle ce jeudi. Bienvenue chez vous sur France Bleu Paris, tous les jours dès 9h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Yacine Amened, Abdella Boulma et Alexandre Aflalo. On est là pour faire notre petite thérapie après cette défaite face à Arsenal. Mais je nous sens moins abattus que les saisons précédentes. Comme si dans les 8 matchs qu'on avait sur notre calendrier, on avait coché Emirates Stadium. Bon, allez, 0 points, après c'est que du bonus, et puis on verra. Franchement, un peu lucide. Moi, j'étais pas. T'es Moi, j'ai toujours dit déçu, 2-0, t'es toujours déçu, mais t'es pas surpris, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas surpris globalement. Ouais. Juste, ce que tu dis, ça me permet juste d'ajouter un petit truc qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut pas extraire de l'analyse le fait que c'est une équipe du PSG qui est très jeune. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais plus jeune équipe de Ligue 1 en moyenne d'âge. Deuxième plus jeune équipe de Ligue des Champions. C'est pas anodin, et pour le coup, donc ça, c'est une chose à prendre Après, en on peut compte. critiquer le fait qu'on soit aussi jeune. On a le droit de. Mais justement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à Luis Enrique. projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il assume aussi le projet. Lui, il assume, il te dit qu'il est pas pour gagner. Ah oui, mais pour le coup, c'est nous, est-ce qu'on est prêt à l'entendre, quoi? Pour le coup, moi, je pardonne, entre guillemets, parce que je suis personne pour pardonner, mais je pardonne beaucoup plus ce genre de performance d'une équipe du PSG comme celle-là que de l'équipe du PSG avec Messi, Neymar, Mbappé et compagnie il y a 2 ans, où ils nous sortaient des purges tout à fait similaires, sauf que eux, ils n'avaient pas l'excuse de l'inexpérience, quoi. Le débat maintenant sur Nuno Mendes. Alors, la question est de savoir si moi, la question que j'ai posée, c'est Nuno Mendes est-il trop bridé? Parce que effectivement, il y a ce rôle de troisième défenseur central, mais ça va permettre de parler plus globalement de Nuno Mendes et de son début de saison, que vous allez me dire si vous le trouvez satisfaisant ou pas. Il joue donc plutôt troisième défenseur central plutôt que latéral. Les seules fois où il monte,
bah, visiblement il y a un peu de danger quand même parce que Évidemment qu'il y a du danger. c'est lui qui provoque le contre son camp face à Girona. C'est lui qui hier tape une fois le poteau et puis il y a des en deuxième période c'est plutôt pas mal. Abdellah, c'est impossible d'avoir parce qu'on a loué le match d'Hakimi, c'est impossible d'avoir deux latéraux offensifs en Bien même sûr que temps. c'est possible. On lui avait posé la question à Luis Enrique en conférence de presse à la suite du match de Mendes. C'était face à Rennes où il monte. Où il grimpe, voilà, en seconde mi-temps. Je crois qu'il a fait quoi, une ou deux Peut-être après incursions. Girona hein, aussi. Hein. Je me souviens plus. C'était Girona, Girona il provoque le CSC. Et oui, c'était face à effectivement, Girona, exactement. En conférence de presse, justement, l'une des premières questions qui lui avait été posée, c'était pourquoi vous bridez? Est-ce que vous bridez trop? Voilà. C'était après Girona. Mendes, c'était après Girona, je me souviens. Et ouais, il te répond en gros que pour une question d'équilibre, il se doit, c'est bien ce qu'il dit, hein, voilà, je n'invente rien, il se doit de rester voilà, dans les trois derrière, etc. Et que les rares fois où il passera la ligne, voilà, c'est complexe. Il aura un coup de vue. Non, mais c'est quand même hallucinant qu'effectivement ce gamin qu'on bride. Toi, c'est vraiment le bon mot pour toi. Pour brider. moi, on le bride. Ah oui, on le bride. Il l'a dit lui-même. Il le dit lui-même. En fait, il l'empêche de grimper. Il l'empêche de monter sur le terrain. Il l'empêche de traverser la ligne médiane. Il l'empêche en fait de comment dire de jouer des 1-2 ou de jouer avec Barcola sur le côté gauche. Et chose qu'il faisait beaucoup plus souvent avec Mbappé. Alors que cette année, effectivement, pour des questions d'équilibre, encore une fois, je radote, mais c'est exactement le mot employé par Luis Enrique, pour des questions d'équilibre, il préfère le voir derrière. Alors qu'on l'a bien vu, à chaque fois que ce gamin fait des incursions dans les 20-30 derniers mètres, il y a danger. Il y a danger. Effectivement, j'entends, enfin, je sais ce que va dire Yacine là. Il va dire oui, effectivement, il n'est pas bon défensivement. Mais bien, il n'est pas bon. Mais s'il avait été bon défensivement, en plus d'être bon offensivement, ça aurait été l'un des meilleurs latéraux au monde. Mais en l'état, moi, je persiste à dire qu'aujourd'hui, sous Luis Enrique, ce joueur est totalement bridé. À la limite, mais pourquoi tu le fais pas, quoi? Tu composes pas avec Hakimi, quoi? Tu tournes pas avec Hakimi de temps à autre sur des séquences comme le fait Lee, voilà, je me souviens plus avec quel joueur là, il alterne hier. La plupart des joueurs au milieu, voilà, avec Doué, la plupart des joueurs, même au milieu, que ce soit avec Fabian Ruiz, que ce soit avec Warren Zahiri, Zahir Emery, que ce soit avec Viti, ils alternent tous, ils permutent tous. Pour quelle raison, en fait, il ne le fait pas avec l'un des joueurs les plus rapides de l'effectif et celui en plus qui prend des risques, à savoir Mendes. Alex, moi, je disais, je sais plus, c'était il y a 2 ou 3 semaines, je disais, j'ai l'impression que il apprend un peu le rôle de défenseur central à Nuno Mendes, comme il l'a un peu appris l'année dernière. Il y avait eu quelques matchs où il avait appris à Hakimi, qui était revenu aussi un peu en défense centrale, pour que, au fur et à mesure, il puisse y avoir une alternance. Bon, oui, ça commence à faire un petit peu longtemps, quoi. Même pendant le même match, il peut y avoir de l'alternance. C'est à peu près l'argument que je tenais aussi la semaine dernière, ou je sais plus quand la dernière fois que je suis venu dans le podcast, c'est-à-dire que c'est fou les grands esprits parfois. C'est incroyable, c'est dingue. Hein. Mais pour moi, je pense que Luis Enrique a suffisamment répété qu'il avait une idée de ses joueurs et de son football où tous les joueurs étaient très polyvalents et interchangeables. Pour moi, il faut que, sans parler de brider des joueurs ou de contraindre des joueurs, il faut qu'ils arrivent à passer par des périodes d'inconfort tactique ou d'inconfort footballistique pour apprendre d'autres choses et étoffer leur jeu, ce qui pourra leur permettre par ailleurs de s'exprimer de manière plus libre et plus sereine dans ce qu'ils peuvent faire de bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que Nuno Mendes, par exemple, on sait qu'il a une qualité offensive folle, il déborde très bien, il apporte beaucoup de choses quand il monte offensivement. En revanche, on sait que ses replis sont pas toujours les plus corrects. Il peut faire des fautes un peu bêtes quand il est derrière. C'est pas le meilleur défenseur. Voilà. Donc à partir de là, Luis Enrique, il a pas 36 solutions, il en a 2. Soit il apprend à Nuno Mendes cette polyvalence que peut-être Hakimi a un tout petit peu plus que lui, et après Nuno Mendes sera un joueur plus complet et il pourra s'exprimer un peu plus librement dans ce rôle-là. Soit il change de système, quand Hernandez reviendra, il passera en 3-4-3 avec les deux pistons sur les côtés au milieu de terrain, et à ce moment-là, oui, tu utilises les 2 joueurs dans leur meilleur format. Là, après, c'est un choix de l'entraîneur. Moi, je sais pas s'il est bridé. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il est.
Enfin, hier, je le vois quand même monter pas mal. On le voit rarement. Enfin, C'est l'une des rares fois où on l'a autant Sur la laissé deuxième- sur la deuxième période. mi-temps. Enfin, je sais pas, on a tous vu la même chose. J'ai rarement vu Mendes en deuxième Ouais, un peu mi-temps. plus haut. mais- Bon, après, t'as un score à aller chercher, Ouais. t'es mené de 2 buts d'écart, Arsenal est derrière, enfin ça joue aussi. Hein. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Yacine, est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment les consignes qu'on lui donne, qu'il y a lui aussi, il peut y avoir des doutes aussi avec Nuno Mendes, il y a toujours des doutes hein, sur son physique, savoir s'il peut enchaîner véritablement les efforts, et ça peut être pris en compte par le staff dans les consignes qu'on peut lui donner. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la version de Nuno Mendes qu'on a l'habitude d'avoir quoi. Ouais, moi je pense qu'il est bridé. Déjà de toute façon Yacine. parce que Luis Enrique l'a expliqué sur ce fameux équilibre. Je rappelle quand même que Luis Enrique à Barcelone, il jouait avec Dani Alves et Alba sur les côtés. Je suis pas persuadé que j'en ai vu un bridé, mais sauf qu'il y avait une différence, c'est qu'il y avait Busquets devant la défense, qui restait devant la défense. Oui. Donc peut-être que c'est là qu'il faut travailler. Peut-être que ce pseudo troisième central, à un moment donné, ça doit être peut-être un des milieux pour pouvoir utiliser à fond Hakimi et Mendes. Je pense que si c'est le choix de Mendes qui est pour l'instant plus défensif, c'est parce qu'Hakimi, il a une palette plus grande quand même, parce qu'il est quand même capable de s'intégrer au milieu. Plus que Mendes. Mendes, s'il monte, c'est vraiment sur son côté. S'il fait une course avec ballon, des fois côté gauche intérieur, mais c'est jamais à l'intérieur vraiment, c'est plutôt axe gauche pour essayer de frapper. Donc il s'intègre pas au milieu. Il a des lacunes défensives, mais il rattrape énormément de coups grâce à sa vitesse. Je me rappelle par exemple l'année dernière, c'était en plus un de ses premiers matchs, mais à la Real Sociedad, là-bas, il rattrape 2-3 coups en première mi-temps, et puis voilà. Donc tu te sers aussi de sa vitesse de ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire avec ces joueurs. Parce qu'à l'arrivée, tu t'en reviens à les brider, à les frustrer aussi. Parce que moi, je continue de penser que Nuno Mendes n'est pas épanoui en ce moment dans ce qu'il a à faire. Parce que voilà. Parce qu'il n'est pas sur le terrain. Voilà, en plus, ouais, exactement. J'allais venir. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. On va le dire. Parce que ensuite, évidemment, il y a son côté athlétique. On a toujours peur de se dire s'il fait beaucoup d'efforts, est-ce que ça va péter et tout. Moi, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il va falloir y aller parce que tu peux pas compter sur un joueur et dire bon, tu vas te réserver, fais pas d'efforts, fais pas ceci, fais pas cela. Je pense aussi que ça aiderait Barcola qui aujourd'hui subit des prises à 2, des fois parfois à 3 et qui devient lisible dans ce qu'il fait. Avoir un joueur qui dédouble, qui emmène un ou deux défenseurs, ça va l'aider aussi, ça va le libérer, ça va lui donner une solution. Donc tout ça, moi je trouve que c'est frustrant. Et puis la dernière chose, c'est que Nuno Mendes, le problème, c'est que ça revient à ce que je disais en début d'émission, mais il a des qualités et finalement tu essayes d'en faire un autre joueur, quoi. Et moi, ça me dérange. Si le mec c'est un super contre-attaquant, il t'apporte quelque chose offensivement, et utilise-le offensivement et crée quelque chose pour justement peut-être couvrir son côté. Est-ce que ça peut être, quand Fabian Ruiz joue, est-ce que ça peut être Fabian Ruiz qui, au lieu de se projeter lui, il va reste revenir en un peu couverture derrière. Ouais. Voilà, il y a plein de solutions. Moi, c'est toujours, quand tu cherches des solutions quand tu es entraîneur, c'est toujours te dire, est-ce que je gagne plus en faisant ça ou est-ce que je perds plus? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PSG, en ne laissant pas Nuno Mendes s'exprimer réellement sur son côté offensif, il perd plus que ce qu'il gagne. C'est exactement. Et juste parce que hier, il y avait une palette sur Canal+ après le match sur les montées, notamment de Nuno Mendes. Et effectivement, ces montées-là étaient faites quand João Neves compensait véritablement et venait plutôt à sa place. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui garde au moins cet équilibre-là. Exactement. Et j'ai l'impression en fait qu'on tombe sur l'aspect défensif de Nuno Mendes. Effectivement, voilà, il est meilleur en offensif, mais hier il s'est retrouvé souvent seul sur son côté. Face à il avait un adversaire de très grande qualité. D'ailleurs, tu vois l'une des premières actions. Bukayo Saka, la première fois. Je crois que sur l'un des premiers dribbles, qu'il l'efface à une vitesse. Alors qu'il n'a pas fait ça en première ligue. D'où l'intérêt de le polir défensivement. Il faut le polir peut-être défensivement, mais ça rejoint effectivement le débat qu'on a eu tout à l'heure sur Luis Enrique. C'est-à-dire, est-ce qu'il l'utilise à la perfection, enfin, pas à la perfection, mais est-ce qu'il se sert de la valeur intrinsèque des joueurs? Tu vois ce que je veux dire? Nuno Mendes, on connaît ses qualités, etc. On a compris qu'il veut le contrôle, la possession, et qu'il veut surtout, pour chaque joueur, un dépassement de fonction, des permutations, etc. pour que son jeu devienne
illisible. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire le PSG crois que aujourd'hui est même lui, totalement lisible. même On lui, ne il peut pas le faire dit pas. plus lisible Ah ouais. que le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc, c'est sur ce point-là, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Luis Enrique, qui se trompe. On a le droit de critiquer Luis Enrique. Ah bien sûr, hein, bien On a sûr. le droit de le dire. Mais j'ai ça, rien ici, dit, sur- hein, j'ai voilà. rien dit. Il me semble qu'on y est allé plutôt franco. Non, mais il faut dire, on n'est pas coach. Enfin, toi, tu es coach, Yacine, etc. Mais on a le droit de dire que peut-être qu'on se trompera. Peut-être que dans Ouais. 3 mois, peut-être qu'il remportera la Ligue des Champions. J'en sais rien du tout. Alors, dans Mais 3 en mois, non, l'état, mais- Dans 3 mois, Oui, ça risque d'être un peu compliqué. mais non, voilà. c'est très, non, très mais fort. j'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression en fait qu'il n'utilise pas à bon escient les qualités intrinsèques de chaque joueur dont il a À sa disposition. À sa disposition. Allez, Voilà. Alex, pour terminer sur Juste Nuno pour, Mendes, et après on parle de la communication de Luis Enrique. Juste pour revenir même un tout petit peu sur ce que Yacine disait tout à l'heure et a dit plusieurs fois, il y a ce côté où il y a des joueurs qui ne sont pas forcément adaptés pour cette idée un peu d'ultra polyvalence et qui ont des qualités très marquées qu'il faut utiliser au maximum. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont très adaptés à ce genre de philosophie, Vitinha, Warren, Doueli, Ruiz, etc., etc. Il y a quelques joueurs dans l'effectif du PSG qui collent un peu moins à cette idée-là, à cet idéal-là, dont fait partie notamment pour moi Randal Colomani qui, lui, pour le coup, on voit qu'à droite, Mais de toute façon, pour lui, il faut mieux qu'il se concentre sur un truc pour moi. Mais de toute bon, façon, ça, il l'a c'est fait mon avis. comprendre. De toute façon. Et Nuno Mendes peut-être, enfin encore une fois, on se trompe peut-être, hein, mais Nuno Mendes fait un peu moins partie de ce moule-là, quoi. On va passer à la dernière partie de l'émission qui est un gros morceau. Ça, c'était un débat super intéressant là. Ouais, bah, bien sûr, c'est intéressant. Non, mais Mais dont oui. on devrait reparler parce que Bah oui. franchement, le débat sur ce que veut communiquer Ça- Luis ça a l'air- Enrique ça a en l'air matière de philosophie, Ça a l'air de d'idées, etc. t'étonner. Ça a l'air Mais de non, parce t'étonner qu'en que c'est fait, intéressant. parce que On fait aucun ça- débat inintéressant. Donc Ouais. Non, mais je sais pas pourquoi calmez-vous là. tu On précises. est des gens, on est Calmez-vous, des les gens gars. très bien. On est... Adela, il y a Romain qui voudrait parler de Luis Enrique. Si tu veux. Mais je sais, Non, mais alors c'est- il envoie des signaux. Non, mais tout ça pour nous dire qu'en plus on est hyper intéressant. Je le sais, tu vois. Ouais, ok. Il y en a aucun, je ne sais pas ce qu'ils ont contre moi aujourd'hui. J'en ai 3 face à moi aujourd'hui. D'habitude, j'en ai qu'un. Et tout le monde est toujours contre toi. Oui, je le sais. J'adore, Je j'adore. sais pas, même Yacine. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu là, mais il est C'est pour contre ça, moi. c'est pour ça. Ça m'énerve. Alors, la communication de Luis Enrique. À la base, je voulais pas vraiment en parler, mais vu ce qui s'est passé hier, on est obligé. On est obligé, pourquoi? Parce que Luis Enrique, parmi les obligations d'entraîneur de football, il y a normalement les conférences de presse d'après-match et les interviews aux diffuseurs. Et donc, il s'est amené au micro de Canal+, qui est diffuseur de Ligue des Champions en France, au micro de Margot Dumont. Margot Dumont qui lui pose plusieurs questions. Je vais refaire chronologiquement parce que c'est important, parce que entre ce qui s'est passé en vrai et ce qui a été mis ensuite sur les réseaux sociaux, il y a une différence. Il y a une première question de Margot Dumont sur l'analyse que Luis Enrique a de la rencontre. Et là, il a une réponse qui est bonne. Je crois même qu'il y a une relance de Margot Dumont là-dessus. Et c'est une réponse normale. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà, mais c'est une réponse normale de la part de Luis Enrique. Puis elle pose une question sur Ousmane Dembélé. Là, aucune réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots. Il la regarde et il fait non, comme ça. Il dit pas non, mais il fait le signe non. Et après vient la question que je vais vous faire écouter et la réponse de Luis Enrique. Et après, on en débat. Est-ce qu'on peut parler de votre cadre tactique? On en parlait en plateau, un cadre tactique assez rigide, peu de dépassement de fonction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG? Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique parce que vous ne le comprendriez pas. Bon, continue après en disant il y a des choses à corriger, mais je ne vais pas vous les expliquer. Voilà. Est-ce que Luis Enrique est obligé, moi qui l'ai beaucoup défendu et j'ai fait mon avis là-dessus ce matin, est-ce qu'il est obligé de manquer de respect comme ça à Margot Dumont qui n'a rien demandé à personne, qui est là, qui fait son travail et qui est là pour lui poser des questions. Alors après, il y en a qui vont dire la question elle n'est pas bonne, elle est bonne. Ça c'est je veux bien qu'on commence à débattre sur quels sont les bons mots qu'il faut utiliser, mais est-ce que ça mérite qu'on manque de respect et qu'on dise bah, écoute, toi, t'es trop bête pour pouvoir comprendre ce que je vais te dire, donc non, je ne vais pas t'expliquer. Est-ce que vous trouvez ça, vous avez jugé ça normal? Est-ce que vous avez été aussi révolté et choqué que moi, Alex? Oui, évidemment. Quand on a vu la séquence hier, je pense qu'on a tous réagi de la même manière, d'autant que c'est pas la première fois qu'il utilise, je pense, les mêmes mots exactement. D'ailleurs, je vais pas vous l'expliquer parce que vous n'allez pas comprendre et je vais pas perdre mon temps avec vous. Au-delà de manquer de respect à Margot Dumont, qui elle pour le coup depuis hier sur Twitter réagit plutôt bien. Hein. Ouais, elle a dit Voilà, c'est dommage, elle- moi j'aurais voulu parler tactique. Voilà, il manque de respect
à toute une profession en disant, parce que je pense que vous ne la comprendriez pas, ça s'adresse à nous autres journalistes. La grande entité des journalistes qui sont tous la même personne. Et par extension, il manque de respect à toutes les personnes à qui les journalistes servent, c'est-à-dire le public, les supporters, qui en fait attendent aussi, par le biais de ces interviews télé, de la parole de leur coach et les explications de leur coach. Donc en fait, on sait très bien que Luis Enrique, il a une relation conflictuelle avec les médias. On a bien compris que s'il pouvait être payé 50% de moins pour arrêter de parler aux journalistes, il le dit dans son documentaire. J'ai d'ailleurs commencé à regarder le premier épisode. Il dit si je peux avoir 25% de mon salaire en moins, il l'a redit en conférence de presse. Je pourrais. Mais en fait, justement, moi, il va falloir m'expliquer à un moment donné. Franchement, c'est son droit le plus total. À un moment donné, il n'aime pas l'exercice, il n'aime pas l'exercice. Mais par contre, explique-moi la cohérence d'accueillir des caméras de Movistar pendant 1 an dans ton vestiaire pour faire un documentaire sur toi. Si t'as pas envie qu'on rentre dans ton intimité, qu'on te pose des questions, qu'on comprenne ce que tu veux faire. Je vais donner un peu les arguments qu'il a. Alors déjà, il y a un argument pécunier parce que c'est de l'argent qui revient directement à l'association qu'il a montée pour sa fille, et donc c'est aussi pour ça qu'il a accepté. Oui, très bien, oui. Et l'autre argument, c'est que quand tu fais un documentaire qui est produit ou dans lequel tu es en totale adéquation, eh ben ça va pas quelque chose qui va te porter préjudice, donc forcément il sera plus en accord avec ça, quoi. Mais en tout cas voilà, en tout cas moi en tout cas le paradoxe me surprend un peu. Je trouve que il ouvre à des gens, il ferme à d'autres. De manière générale, il a une attitude avec les médias qui est assez désagréable. En tout cas, encore une fois, c'est son droit, mais sa réponse d'hier, elle est juste imbuvable en fait. Tu peux être déçu par le résultat, tu peux être énervé par la question, t'as pas à être condescendant à ce point, quoi. Ce qui est dommage, Yacine, c'est qu'avec des réponses comme celle-là, il donne du grain à moudre à ceux qui le critiquaient depuis le début, peut-être parfois à tort et peut-être parfois en exagérant. Mais là, quand tu es face à des trucs comme ça, tu peux dire bah oui, là-dessus, ils ont raison, quoi. Mais clairement, et moi je vais essayer de lui envoyer mon numéro de téléphone parce que moi je peux peut-être comprendre ce qu'il a à dire. Ah pourquoi? Parce que tu as été coach? Non mais parce que ce que dit Alex c'est intéressant, c'est vrai que quand il dit vous, il s'adresse aux journalistes, mais en vérité il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aussi à des coachs qui regardent. Moi je lis plein de choses sur les coachs et de plein de sports d'ailleurs. Moi ça m'intéresse de savoir ce que tu as voulu mettre en place, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et tu vois, de cette école-là, moi je suis plus proche de Bielsa et je trouve aussi que ça évite les polémiques. Bielsa, vous vous rappelez en France, mais partout, il vient, il explique. Voilà. Déjà, mais même sans qu'il y ait de questions, il vient, il dit, je me rappelle, la première qui m'avait choqué, c'était un match à Saint-Étienne, je crois, où il vient et il dit je me suis trompé sur ma compo de départ, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait le changement à la mi-temps parce que ça. En fait, t'es journaliste, alors tu peux le relancer sur un truc ou deux, mais en vérité, t'as déjà tout. Mais il t'a calmé. Et il n'y aura aucune polémique puisqu'il vient de te dire je me suis trompé, j'ai fait mes changements, voilà pourquoi j'ai fait mes changements, voilà pourquoi je l'ai sorti lui. Et voilà, c'est réglé. Et autre chose sur Bielsa, sur l'aspect communication, je te redonne la parole tout de suite, mais il ne donne toujours aucun entretien individuel. Ouais. En revanche, quand il est en conférence de presse, c'est pas l'attaché de presse qui dit encore de questions. C'est Bielsa qui dit quand vous, les journalistes, vous avez fini de me poser des questions, là, la conférence de presse se termine. Exactement. Et franchement, c'est une autre attitude et je trouve que ça évite plein de polémiques. Maintenant, moi, ce que je trouve vraiment dérangeant sur la réponse, c'est l'agressivité qu'il y a dans la réponse. Le non, franchement, il est violent. Et là aussi, on parle de prime d'éthique en ce moment, on entend parler de prime d'éthique et tout. Moi, je suis désolé, mais Luis Enrique, c'est un salarié du PSG et il renvoie une image du PSG. Comme tu dis, alors effectivement, il donne du grain à moudre à ceux qui l'attaquent, mais il donne aussi, quoi qu'il arrive, une mauvaise image du PSG. Un entraîneur qui répond comme ça de façon agressive. Encore une fois, lui, peut-être qu'il n'apprécie pas le fait qu'elle lui dise « on a vu un système rigide ». Parce que, je l'avais déjà expliqué en plus ici, je pense qu'il n'aime pas quand on donne un avis dans une question. En gros, c'est parce que là, vous êtes en train de donner un avis et en plus, vous me demandez une explication sur votre avis, en fait. Mais non, demandez-moi ce que j'ai voulu mettre en place, peut-être. Parce que quand même, malgré tout, il y a certains médias dans d'autres langues notamment où il a déjà répondu à des questions tactiques et tout, donc je pense qu'il soit et même en français il y a des moments où il n'est pas complètement fermé, mais malgré tout il y a ce truc là, mais t'es pas obligé de répondre comme ça. Moi j'ai déjà vu des conférences de presse de Klopp et tout où Klopp était pas d'accord avec une question posée, mais il n'y a pas cette agressivité. Et ok, on est dans un monde de communication, des fois c'est un peu saoulant, il y a la forme, mais la forme elle est archi importante parce que tu renvoies l'image du club, parce que les journalistes, tu sais, même si lui dit que
il serait prêt à perdre une partie de son salaire pour pas répondre et tout. Mais malgré tout, s'il n'y a plus ce lien-là, en fait, il est où le lien avec les gens? Il est où le lien avec les supporters? Il est où le lien avec le dire public? c'est le Media Club, il fait les interviews en fait, tu vas au faire Media que ça. Club, etc. Mais tout le monde va pas sur PSG TV. C'est plus du journalisme, c'est de la communication. Et voilà, exactement. Donc, à un moment donné, il y a besoin d'avoir des réponses à certaines choses. Et je reviens toujours à ce que je dis pour tout le monde, parce qu'ils sont tous marrants, c'est les joueurs, les entraîneurs et tout. Ils vivent très bien grâce au football. Tant mieux pour eux. Hein. Ils ont mérité, hein. Ils ont volé l'argent à personne, ils ont des compétences et tout. Mais à un moment donné, vous vivez aussi grâce à ça. D'accord? Maintenant, tu veux plus répondre. Mais tu sais quoi? Tu veux pas répondre. Moi, j'ai une solution encore pour lui. Tout à l'heure, j'avais le centre de formation. Ben, va entraîner en R3. Il n'y a personne qui va venir te poser cette question. Non, mais tu vas voir, tu vas t'éclater. Tu vas prendre 130 balles par mois. Mais par contre, il n'y a personne qui va te dire à la fin pourquoi tu as fait ça, et lui, pourquoi il joue pas, et lui, machin. Va aller entraîner en R1, en R3. Et là encore, c'est pas pour défendre Canal, mais Canal met 480 millions par an pour retransmettre les Coupes d'Europe. C'est quand même. Enfin voilà, je dis pas qu'il y a un certain respect quand même, un petit peu. Il y a un minimum à avoir. Abdellah, oui, je vais te donner la parole, mais je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il peut se perdre là-dedans? Parce qu'on a. Il s'est déjà perdu là-dedans. Au PSG, on a l'exemple. Ce sera pas le premier aussi. Thomas Tuchel, mine de rien, il s'est un peu perdu aussi là-dedans à partir dans des combats. Écoute, je préfère largement Thomas Tuchel, les conférences de presse ou même les réactions de Thomas Tuchel. Peut-être que les autres ne seront pas d'accord avec moi que pas le mutisme, parce que c'est pas du mutisme, parce qu'il répond malgré tout aux questions. J'en ai fait des dizaines de conférences de presse avec Luis Enrique, etc. Il s'adapte de plus en plus, sachant aussi que, pour la petite information, il s'était fait remonter les bretelles par le service communication, par la communication du PSG il y a quelques mois par rapport à l'une de ses sorties, etc. Il n'avait pas. On n'aime pas ça du côté du Paris Saint-Germain. On n'aime pas, tu vois, cette façon de répondre aux journalistes. On peut rappeler vite fait qu'il le faisait avec la sélection espagnole. Il le faisait exactement. Sa propre émission. Absolument. Là, j'ai très peu de temps, mais je voulais dire, quand tu réécoutes, évidemment, je n'excuse absolument pas Luis Enrique. Voilà, ce qui s'est passé hier, c'est inadmissible. Tu n'as pas à répondre de cette façon-là à un journaliste, quel qu'elle soit, parce qu'effectivement, tu ne t'adresses pas, quand on te pose cette question, comme l'a dit Yacine, tu t'adresses au grand public, tu t'adresses aux supporters, parce qu'on attend des réponses aussi. On est là en tant que coach, en tant que supporter, en tant que fan, en tant que tu t'attends à des réponses. Tu ne peux pas balayer d'un revers de main une question posée même maladroitement, parce que là, je relis. Elle lui repose la question, Ousmane Dembélé, on l'a saoulé avec ça dans un premier temps, il sort d'un match, il perd, il est saoulé, et dans un second temps, c'est peut-être passé inaperçu, elle lui pose la question, on parlait en plateau, blabla, de votre cadre tactique assez rigide, peu de dépassement de fonction. Là, il a dû péter un plomb. Oui. Elle dit, moi qui mets en place ma philosophie de jeu, mes idées de jeu sur le dépassement de fonction, permis, etc. Là, tu vois, le titille 2 fois, etc. Encore une fois, je n'excuse absolument pas la réaction de Luis Enrique, mais voilà, la question a été maladroite. Il aurait dit, il y a des choses à corriger, mais je garde ça pour mon vestiaire. Exactement. Mais Yacine, est-ce qu'il faut avoir, parce qu'il est expérimenté, cet entraîneur, il a fait la sélection espagnole, il a fait Barcelone, il en a fait des clubs. Dans des contextes médiatiques qui sont tout autres que ceux du Paris Saint-Germain, dénote pas, mais justement, moi, j'irais même plus loin. Je poserai la question suivante. Est-ce que ça ne dénote pas de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire en termes pas de pression, c'est-à-dire, mais on sait qu'il a une haine des journalistes déjà espagnols, etc., et qui se forcent à ces exercices-là. Tout à l'heure, tu parlais de Mobistar, mais c'est un autre format, c'est autre chose, etc. Oui, non, mais ça reste une plongée dans sa tête. Oui, mais contrôlée. Ouais, là, c'est pas contrôlé. Là, tu vois, on est en direct, etc. Il répond à les questions en direct. Après, comme le dit Yacine, c'est pas contrôlé, mais t'as le contrôle sur ta réponse, en fait. Exactement. La réponse qu'a donnée Yacine, elle aurait été parfaite. C'est-à-dire, elle aurait été parfaite, elle aurait été bien propre par rapport à ça. Oui, il y a eu des problèmes, je garde ça pour mon vestiaire. Mais justement, là, tu me coupes la chic par rapport à ce que je voulais dire, etc. Est-ce que ça ne dénote pas, je sais pas d'une petite pression, en fait, qui... Pour quelle raison il répond de cette façon-là, avec toute l'expérience qu'il a engrangée au cours de sa carrière? Toi, tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que c'est fait exprès. Non, mais au-delà, c'est fait volontaire, c'est fait exprès, mais tu penses que toute ça... surtout, il continuera de répondre comme ça à des journalistes. En conférence de presse, il fait l'effort. Il fait de temps à autre l'effort même s'il y a des questions qui l'ennuient, etc. Mais il continuera de répondre avec ces mots-là, avec cette formule. Non, il se doit de changer son fusil d'épaule et de s'adapter, répondre comme un club, comme un Guardiola, avec ironie. Si tu veux, réponds avec ironie, si tu veux. Après, moi, pour le coup, sur les dernières conférences...
depuis le début de saison, je trouve qu'il répondait aux questions, honnêtement. Oui, moi, j'y réponds. Là, l'espèce de phase qu'il nous a sorti hier, elle sort un peu de nulle part après une défaite. Je pense qu'il a aussi un peu agacé parce qu'il n'est pas aveugle. Son équipe, elle a pas dû jouer au foot hier. Il se dit que lui, l'exercice vraiment de l'après-match, c'est ce qu'il aime le moins. Et ça, en l'occurrence, parce que il est même lui à chaud, il sait pas véritablement comment orienter son analyse par rapport au truc. Il a besoin de revoir les matchs, donc forcément donner son avis, c'est pas le meilleur truc. Voilà, mais c'est vrai que pour le coup, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui. On sait jamais trop par quel bout le prendre. Moi, pour le coup, après, c'est peut-être mon avis très personnel de journaliste français, mais j'ai quand même pas l'impression qu'on soit les pires qu'il ait croisés dans sa carrière. Il y a quand même des arguments en Espagne ou ailleurs qui sont un poil plus virulents dans leur façon de poser les questions, qui sont en pas. Espagne ou en Espagne. Moi, en fait, en Espagne, en Angleterre aussi. En Angleterre aussi, mais. Tu vois, moi, pour le coup, sans trahir les secrets de la profession, j'ai quand même l'impression que tous les mecs avec qui on parle, avec qui on discute, etc., ils essaient toujours un peu de marcher sur de prendre les pincettes avec lui, de poser les questions de la bonne manière. Ils réfléchissent aux formulations, ils réfléchissent au truc. Ils veulent vraiment obtenir la bonne réponse de sa part parce que voilà, on respecte sa parole. Sa parole, elle est intéressante. On a envie d'en apprendre un peu plus sur son équipe. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que il pense réellement qu'on est tous débiles? Ou est-ce que c'est une posture, quoi? Parce qu'il peut penser qu'on est tous débiles. Moi, je pense qu'il y a un peu. Auquel cas, moi, ça me ferait un peu de la peine parce que j'ai peut-être pas son cerveau pour le foot, mais j'ai d'autres qualités, quoi. Je pense qu'il part du postulat qu'on est débile et puis il demande à être un petit peu, à ce qu'on lui change son avis. Mais voilà, donc en fait, c'est juste dommage. Franchement, moi, je vais pas en faire un phénomène puisque c'est un épiphénomène. Encore une fois, depuis le début de la saison, il répond aux questions de conférence de presse. Non, mais c'est dommage. Il est sympathique, pas outre mesure, mais voilà. Ça reste une réponse parmi d'autres. Juste, c'est dommage. Il aurait pu s'en passer et voilà. Bon. Je pense que ça a été intéressant. Ça a été bien. Ah bon? Ça, c'est pas vrai. Il est temps de siffler la fin de la thérapie. Voilà, c'est la fin de 100% PSG La Tribune. C'était le deuxième de la semaine, donc c'était bien, c'était sympa. Merci à Yacine Amened, merci à Abdella Boulma et à Alexandra Fallo d'avoir été là. Merci à vous, ceux qui nous ont suivis sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Plus vous mettez de likes et plus la chaîne YouTube de France Bleu et nos débriefs sont propagés à des fans du PSG qui regardent des vidéos sur le Paris Saint-Germain. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui sont en podcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, 5 étoiles, des commentaires, tout ça. Venez sous les commentaires de la vidéo YouTube aussi pour nous donner vos avis, parce que parfois vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'on peut dire, et donc en plus on fait que des débats très intéressants. Voilà. Les prochains rendez-vous sur France Bleu, on a 100% PSG le mag ce jeudi avec Pierre Clément, des supporters en studio comme d'habitude, et comme invité Grégory Pesley, ancien défenseur, ancien Titi du Paris Saint-Germain, qui est maintenant consultant à la télé, ancien niçois également, et ça tombe bien parce que le prochain match c'est quoi? Nice PSG. Et ça sera à suivre bien sûr sur France Bleu Paris. Merci à tous, il est temps de débrancher cette émission.